Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette toute première table ronde de la matinée durant laquelle nous allons nous poser la question de l'intelligence artificielle. Est-ce que cet outil, effectivement, apporte plus de sécurité aux entreprises ou est-ce que ça apporte plus de couches de complexité? On va en discuter tout de suite avec nos invités. Je m'appelle Julia Siguer, je suis journaliste Tech et Sciences à France 24 et c'est un immense plaisir pour moi d'être ici parmi vous. Je vous demande d'accueillir sur scène le général Perrault, officier de gendarmerie, docteur en intelligence artificielle. Bonjour, bienvenue. Prenez un siège. Allez-y, je vous en prie. Et vous pouvez aussi prendre un micro. Vivien Murat, Global CTO d'Orange Cyberdéfense et également l'ancien chef de la division Industrie et Technologie à l'ANSSI. Bonjour et bienvenue à vous. Vasco Gomez, Global CTO Produits Cybersécurité chez Eviden, donc entité d'Atos. Bonjour à vous, bienvenue. Et William Ritchie, CTO de Custody, qui est donc une entreprise qui fait de la détection d'intrusion sur les réseaux grâce à l'IA. Je vous en prie, prenez place. Bonjour donc à vous tous. Alors pour commencer cette conversation, un peu de pédagogie peut-être d'abord. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est un peu devenu le mot fourre-tout, le buzzword de l'année clairement. De quoi parle-t-on quand on parle d'intelligence artificielle? On parle justement notamment de cette révolution de l'IA générative, mais en réalité, dans le monde de la cyber, ça fait longtemps qu'on utilise l'intelligence artificielle, en tout cas d'une certaine manière. Comment vous voyez les choses? De quoi parle-t-on quand on dit IA générale? Alors la question est très large, je pense que j'ai une demi-heure devant moi, je crois. Parce que tant les définitions de l'intelligence artificielle sont soit trop imprécises, soit assez inexistantes, tant le domaine est large. L'intelligence artificielle, vous l'avez souligné, ce n'est pas l'IA générative qui est arrivée il y a 2 ans. L'intelligence artificielle, elle date d'un certain nombre d'années. Je ne vais pas refaire l'historique de l'intelligence artificielle. Mais à mon sens, c'est d'abord une discipline mathématique. Si on considère que c'est une discipline mathématique, on en comprend beaucoup mieux les processus, les notions de biais, les notions de variance, les notions d'équilibre, de classification. Et donc ce n'est pas simplement un outil informatique. Donc déjà une définition plutôt mathématique, avec cette idée, et je vais être un petit peu théorique, mais je vais revenir sur des choses beaucoup plus pragmatiques après, c'est que pour moi l'intelligence artificielle, c'est la capacité à modéliser un monde non linéaire dans un espace à grande dimension. Alors quand on dit ça, surtout si je le dis à des gendarmes, la réception n'est pas toujours très à la hauteur. Mais c'est le vrai enjeu aujourd'hui. C'est-à-dire ce monde non linéaire, c'est un monde de rupture dans lequel on est. Et l'intelligence artificielle est adaptée à ce monde de rupture. L'espace de grande dimension, c'est le jeu de Go, 10 puissance 600 combinaisons. L'IA y parvient. On a 10 puissance 80 atomes dans l'univers. Donc ça montre la capacité à absorber cette grande dimension. Et si je dis ça, c'est que la non-linéarité et la grande dimension est ce qui a généré des hivers de l'IA. Donc ce problème-là est résolu notamment par les réseaux de neurones profonds qui ne sont pas encore l'IA générative. L'IA générative est arrivée un peu plus tard. Alors, une définition plus simple quand même et qui s'applique peut-être un peu plus aux entreprises comme au sein de l'institution de la gendarmerie nationale. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un vecteur de transformation pour améliorer nos processus métiers. Alors, pour ce qui nous concerne, dans la protection individuelle comme collective du citoyen. Donc, dit comme ça, faut prendre en tête aussi que l'intelligence artificielle, et je pense que c'est le sens de la question d'origine, elle a un côté obscur, un côté clair. Elle peut à la fois être utilisée pour des intentions malveillantes et à la fois être utilisée pour des capacités de protection extraordinaires. Elle doit être une assistance, elle ne doit pas remplacer. Donc, mais tout ça, c'est à nous, humains, de le décider. L'intelligence artificielle ne prend que la place qu'on lui donne. C'est-à-dire que si l'humain abandonne son pouvoir de décision, évidemment, l'intelligence artificielle décidera. Mais l'intelligence artificielle n'a aucune intention de décider. Je voudrais tuer un peu un mythe. Enfin, moi, je ne crois pas du tout à la conscience de l'intelligence artificielle. C'est tellement, même sur le long terme? Même sur le long terme. C'est tellement devenu un buzzword aujourd'hui que je vous parlais d'hivers de l'IA. Je pense que les hivers à venir de l'IA, c'est que les scientifiques, à un moment, vont sortir un peu du champ tant on entend des non-experts parler d'IA. Et ça, c'est une vraie problématique parce que ça part dans tous les sens. L'IA générative, on nous dit, voilà, enfin, l'IA générative, c'est 2017. Les chats GPT, etc., c'est les réseaux transformers. 2017, c'est pas simplement arrivé il y a 2 ans. Donc, quand on s'intéresse un peu à ce qui se passe dans le monde de la recherche, on comprend tout ça beaucoup mieux. Mais toujours est-il que, oui, l'intelligence artificielle date d'un certain nombre d'années.
oui, l'IA générative bouscule les codes. Et on voit notamment, elle a été pris en compte par le citoyen. Aujourd'hui, les citoyens utilisent l'IA générative de grande masse. Ceux qui ont les cheveux un peu blancs comme moi, on ne l'utilise pas beaucoup, mais parler avec des jeunes de 20 ans, il y en a quelques-uns dans la salle, ils font leur code avec, ils font leur texte avec, ils font leur vidéo avec. Enfin, c'est bluffant. C'est un peu comme ceux de ma génération, quand on utilisait simplement les moteurs de recherche. Donc là, il y a un vrai boom de l'IA générative, c'est vrai. Est-ce une révolution? Je ne sais pas, parce que ça va aussi atteindre son pic. Hein. Il y a des vrais enjeux. Ma réponse est assez large. Je reviendrai sur le champ cyber dans les questions à venir, mais il y a des vrais enjeux autour des questions environnementales avec l'IA générative aussi. Il y a des vrais enjeux sur toujours plus de données, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, l'IA générative, c'est toujours plus de données. Est-ce qu'on va continuer à aller dans cette course à la donnée? Ça, c'est les vrais enjeux pour demain. Vasco Gomez, sur cette question. Oui, enfin, j'ai pas grand-chose à ajouter sur la définition donnée par le général Perrault. Mais oui, ce qu'il disait, c'est que c'est pas nouveau dans la cyber. On a des problèmes de large volume de données à traiter depuis très longtemps. Et on l'utilise sous plusieurs formes. Donc avant l'IA générative, déjà aussi tout ce qui est classification, reconnaissance de forme, reconnaissance de patterns, enfin, de manière générale. Hein. C'est pas forcément la forme géographique ou physique. Mais aussi avant ça des systèmes experts, dans l'IA plus symbolique aussi à base de règles et de graphes de connaissances. Et donc on le fait quand on tout très simplement, ça peut paraître banal et c'est pas très sexy, mais les reconnaissances à base de règles ou des signatures antivirales, c'est déjà de l'intelligence artificielle très archaïque par rapport à ce qu'on a maintenant, mais qui fonctionne et qui doit toujours être utilisé. Et ce qu'on va voir, je pense, on va creuser, on a 1h30, donc on va creuser ce sujet, mais je pense que l'IA générative, déjà, prend beaucoup dans l'espace de discussion, mais va aussi prendre beaucoup dans notre interface, nous, avec même les autres types d'IA. Donc, ce qu'on va voir, c'est on utilise des règles, on va utiliser des graphes, on va utiliser de la reconnaissance quand il faut, mais ce sera piloté par des modèles de langage, parce qu'on voit qu'en fait, ils génèrent des textes, donc ils génèrent du code, donc ils génèrent des instructions. Donc, ils vont nous permettre aussi, et ça, on va peut-être aller sur ce sujet un peu plus tard, c'est la partie autonomie, l'agent autonome, et donc avoir une interface qui est cette LLM, qui elle va faire appel à d'autres types d'IA. Et de manière très concrète, on le voit aujourd'hui, quand on avait des interfaces pour générer des images, on allait sur DALL-E ou Stable Diffusion, puis on avait les chats, et puis maintenant on commence à avoir tout intégré. En fait, tout intégré, c'est une LLM qui va transformer notre demande un peu naturelle en une demande de génération d'images bien structurée et nous donner ce qu'on veut. Donc on voit ces structures se faire, et je pense que dans les mains de la cybersécurité, ça va être très puissant. Dans les mains des attaquants, ça va être aussi très puissant. Et ça va aussi automatiser énormément les applications métiers, donc faciliter les choses, mais aussi répliquer les erreurs. Et donc là, ça va être un très grand défi aussi au niveau cybersécurité de sécuriser ces erreurs qui vont aller à la vitesse grand V. William Ritchie. Oui, donc déjà là, on voit qu'il y a une différence entre deux choses, les IA génératives et les LLM. Donc les IA génératives, de manière générale, c'est vrai que ça fait un moment que ça existe. Des IA adversariaux, des auto-encodeurs, c'est des choses qui existent depuis 2012-13. Même, puis après, Google a inventé le transformer, le mécanisme d'attention, et ça a porté ça jusqu'à plus loin. Et maintenant, on parle de LLM, donc des Large Language Models, qui prennent une séquence et qui recrachent une séquence, mais qui le font de manière hallucinante. Alors là où je suis d'accord, c'est que c'est vrai que ça existe depuis longtemps. Là où je suis moins d'accord, c'est que oui, c'était ou c'est une discipline mathématique, mais de plus en plus, ça devient une discipline aussi informatique. Parce que les différences entre les itérations là qu'on a, entre les différents chats GPT, c'est beaucoup d'infrastructures, c'est beaucoup de calculs. Et ce calcul amène des différences presque quasi cognitives à ces modèles. Et je vois pas, moi je pense pas que ça va stagner aussi rapidement que certains pensent. Et je pense qu'à chaque itération, on va voir émerger de nouveaux comportements. Oui, on voit déjà la différence entre les... On parle souvent de ChatGPT, mais les différences entre les versions sont quand même déjà assez époustouflantes au bout de quelques mois. Absolument, absolument. D'accord. Alors, vous avez commencé à l'évoquer, mais concrètement, qu'est-ce que l'IA a changé pour les entreprises aujourd'hui ? Alors, je pense que, bon, ça a été très bien expliqué, effectivement.
L'IA, c'est quelque chose qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, qui était un peu sous le radar finalement, parce que c'est quelque chose qui c'était plutôt à la main de gens effectivement du monde de la recherche, du monde de la science, d'ingénieurs, et donc c'est quelque chose qui existait plutôt dans des produits, et finalement le grand public ne voyait pas trop de quoi il s'agit. Enfin, il s'agissait, c'est quelque chose qui, si je caricature un petit peu ce qui se passe depuis récemment, c'est qu'effectivement c'est un sujet qui devient beaucoup plus grand public. Lié aux évolutions des modèles économiques aussi de certaines sociétés qui mettent à disposition typiquement les LLM ou des générateurs d'images ou de vidéos. Et donc c'est quelque chose qui touche maintenant des gens qui auparavant voyaient le sujet de très très loin. Donc ça change des usages, comme il y a eu à chaque fois des nouvelles technologies dans le paysage, ça a changé des usages, et donc ça change aussi des usages dans les entreprises. Une des particularités, c'est qu'effectivement, c'est une technologie qui va toucher des publics très différents. Des utilisateurs, des développeurs, des gens qui vont être plutôt du monde de l'infra, des gens effectivement qui sont plutôt dans le domaine de la recherche. Et donc c'est pour ça que ça rend aussi le sujet assez complexe et pas facile à appréhender aussi du point de vue de la sécurité. Puisque derrière, on va s'adresser à des gens qui ont des profils extrêmement différents. Donc dans les entreprises, il y a un travail très complexe à la fois de sensibilisation, mais aussi d'apprentissage pour tout un tas de gens qui ont les mains directement sur ces nouvelles technologies. Alors, comme tout outil technologique, il y a toujours, et vous l'avez évoqué, Général, il y a toujours un côté obscur, un côté plus clair. Il y a toujours une opportunité et aussi une menace. Peut-être commençons par l'état de la menace. On entend souvent que les attaquants se sont clairement dotés de l'IA, que ce soit des groupes ou que ce soit des États d'ailleurs. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain général au niveau de l'état de la menace? Par rapport à l'IA particulièrement et au type d'attaque? Alors, l'IA dans le champ de la cyber pour les attaquants, on n'a pas encore complètement matérialisé les cas. Il n'y a pas tant que ça d'affaires judiciaires qui relatent de ce genre de situation. On a des cas médiatiques autour des deepfakes. Je pense à ce qui s'est passé à Hong Kong, vous savez, où il y a eu cette évasion de 26 millions d'euros qui sont partis suite à une arnaque au président, comme on le dit, les fameux faux ordres de virement. Pour autant, ce qu'il faut vraiment intégrer, c'est que ce n'est pas quand on est face au mur qu'il faut se poser la question de la course d'élan. C'est-à-dire que ces attaques, elles existent. C'est pas parce qu'on ne les voit pas tout de suite, c'est pas parce qu'elles ne sont pas encore complètement rentrées en masse dans le champ judiciaire qu'elles ne sont pas là. Elles existent. On le voit par rapport au deepfake, évidemment, parce que c'est l'exemple un peu emblématique. Mais aujourd'hui, on a des larges modèles de langage dédiés aux criminels. WormGPT, c'est un large modèle de langage qui permet de générer des virus, générer des malwares, générer des campagnes de phishing. Aujourd'hui, on utilise par l'IA, on peut réaliser des attaques cyber as a service, c'est-à-dire un peu comme on le souhaite. Et ce que ça change foncièrement, c'est en fait la forme du criminel. À une certaine époque, toute cette criminalité technologique, toute cette criminalité sophistiquée, elle était dans les mains de la criminalité organisée. On avait des grands groupes qui étaient un peu spécialisés de ces technos, dans le champ cyber notamment. Et ce qu'on a vu au bout d'un moment, c'est plutôt des geeks, les fameux individus un peu isolés qui faisaient des choses assez extraordinaires. Mais aujourd'hui, on n'est même plus sur du geek, on est sur du délinquant. Tiens, j'ai envie de faire une attaque et je peux le faire parce que c'est à ma disposition. Et c'est ça que ça change l'intelligence artificielle. Ça rend les choses accessibles. Aujourd'hui, vous avez rappelé que j'ai fait une thèse il y a quelques années. Moi, je suis bluffé par des jeunes ingénieurs, des apprentis qui font des choses bien plus puissantes que je faisais, mais sans comprendre le fondement. Parce qu'en fait, tout est libre sur Internet. L'open source a beaucoup d'avantages, mais avec cette open source, ils sont capables de faire des choses extraordinaires. On n'a pas besoin de maîtriser la connaissance. On n'a plus besoin de maîtriser la connaissance, et ça, c'est un enjeu qui est primordial. Donc, c'est vraiment, par rapport à cette évaluation de la menace, on reviendra peut-être sur des cas un peu plus précis, mais il y a tout ce qui est empoisonnement de données, tout ce qui est attaque adverse, tout ce qui est deepfake, tout ce qui est évasion de modèles, enfin ce genre de choses que je détaillerai si vous le souhaitez un peu plus tard. Mais on a des attaques sur les systèmes d'IA qui aujourd'hui sont réelles. On a tout ce qui tourne autour de l'ingénierie sociale. Par l'IA, c'est un atout considérable. Et ce qui change entre les forces de sécurité intérieure et le délinquant, c'est que le délinquant, on peut utiliser ça comme une boîte noire, c'est pas gênant. Par définition, il ne respecte pas la réglementation. Donc ça, c'est un atout assez considérable qu'il a. Et la réglementation, elle est essentielle.
mais il faut toujours veiller à ce que ça ne génère pas une asymétrie, effectivement, entre les possibilités délinquantes et puis les capacités des forces de sécurité intérieure. Donc on a vraiment ce changement de nature du délinquant et j'ai envie de dire ce changement de nature des cibles. Avant, on avait plutôt des grandes entreprises qui étaient ciblées. On le voit ces dernières années. Bon, le Covid a un peu accéléré les choses, mais les hôpitaux qui sont attaqués, les mairies sont attaquées. Donc des cibles de basse intensité, mais en grande quantité. Et en fait, on s'aperçoit que ça rapporte tout autant aux délinquants. Donc, changement de nature du délinquant, changement de nature des cibles, et plus grande accessibilité et simplification des process. Voilà, à mon sens, que ça change aujourd'hui en matière de criminalité et de délinquance. Vivien Murat, sur cette question ? Oui, alors, effectivement, pour l'instant, dans les modèles de menaces, on ne voit rien de particulièrement disruptif. On voit en tout cas que les attaquants commencent un petit peu à appréhender ces outils, mais un petit peu comme tout le monde finalement. Et les premières choses qui sont très visibles, effectivement, c'est plutôt dans le domaine du phishing ou de ce qui a été effectivement expliqué, où là, il y a des choses quand même un petit peu inquiétantes. On arrive de moins en moins à distinguer, même par des outils perfectionnés, voilà, le vrai du faux. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir tout un tas de gens qui pourtant sont bien formés ou bien sensibilisés, qui peuvent être beaucoup plus facilement touchés par des attaques. Oui, là, on ne peut plus dire à l'utilisateur final, on va vous montrer comment détecter un phishing, parce qu'en fait, même quelqu'un de très versé là-dedans n'est pas capable de distinguer le vrai du faux. Faut continuer à le dire, mais effectivement, c'est de moins en moins suffisant. C'est-à-dire que ça, c'est le problème. Et puis, du coup, on a toute une population qui était peut-être un peu plus à l'abri, qui, du coup, peut être davantage concernée. Néanmoins, même si pour l'instant, au-delà de ça, on ne voit pas particulièrement d'attaques en dehors de ce qui se passe dans des laboratoires, dans la vraie vie, à base d'intelligence artificielle, je veux dire, il faut rester vigilant, ne serait-ce que par le fait que, encore une fois, c'est un nouvel usage, donc ça augmente une surface d'attaque. Donc on a des nouveaux outils, on a des nouveaux systèmes qui sont intégrés dans les entreprises, qu'il va falloir protéger. Alors avec des choses aussi classiques que ce qu'on fait déjà depuis un certain temps, notamment sur des systèmes qui sont au sein de l'entreprise ou en matière d'externalisation, sur les pratiques très classiques d'authentification, de cloisonnement, d'administration, etc. Et puis il y a peut-être des particularités qui sont liées effectivement à ces nouveaux usages, à ces nouveaux outils, où il y a tout un domaine de recherche, il y a des choses qui ne sont pas encore très normées, mais il y a déjà des travaux qui sont quand même avancés dans certains pays sur ces sujets-là, où on va chercher peut-être plus particulièrement à peut-être être capable de détecter des choses sur des modèles de réseaux de neurones, où on va être capable peut-être d'empêcher du jailbreak d'intelligence artificielle. Mais voilà, pour l'instant, on est encore un petit peu au début de l'histoire. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on a une surface d'attaque qui nécessairement est augmentée par ces nouveaux usages, et c'est ça qu'il faut accompagner. Est-ce que Gomez, c'est quoi votre constat ? Je suis d'accord, pas de disruption dans la technologie au niveau de l'attaque. Pour résumer, on voit le niveau de l'eau qui monte en fait. C'est les attaques, enfin les phishing, les mails super bien faits, qui étaient l'apanage de certains bien structurés, les malwares avancés, etc., maintenant vont devenir accessibles à la moyenne d'un attaqueur, même un petit. Alors, et je me demande, est-ce que les entreprises, alors les grandes entreprises ou les personnes équipées, etc., mais est-ce que le niveau de l'eau moyen des entreprises va monter aussi vite ? Est-ce que les entreprises moins équipées, les PME, etc., qui disent de toute façon j'étais sous le radar, etc., et puis ceux qui m'attaquent ne sont pas super compétents, là je pense que la dissymétrie risque, alors j'espère me tromper, risque de basculer. Ensuite, il y a pas de nouvelles technologies, mais un usage facilité de cette technologie qui va peut-être permettre de nouvelles attaques. Je pense à par exemple la vérification d'identité à distance qu'on fait pour créer un nouveau compte bancaire, etc., où on vérifie notre face. On n'y est pas encore dans l'attaque, mais présenter un visage comme on le fait sur les masques dans les réseaux sociaux, mettre ça pour pouvoir bypasser ces contrôles-là. Donc ça va nous demander à regarder quels sont les contrôles qu'on a qui vont commencer à peut-être être en danger ou plus suffisants. Monsieur Murat et le général Perrault en parlaient. Quels sont ceux qui sont plus suffisants qu'on va pouvoir faire autrement ou faire évoluer ? Ensuite, il y a dans le as a service, l'attaque as a service, il va y avoir le jailbreak as a service. C'est le jailbreak et la capacité à bypasser, à contourner les instructions d'alignement que les grands
que les grands fournisseurs comme OpenAI, Mistral ou autres mettent sur leur modèle pour qu'ils ne soient pas mal utilisés. Et donc la commoditisation des méthodes de contourner ça va être vendue aux personnes. Donc il suffira d'aller sur Deep Web, sans aller sur le Deep Web, dans le Dark Web, demander, pas très cher, par exemple, j'ai connu les prix pour une génération d'images, quand on n'est pas nous-mêmes très versés dans comment bien générer les images, on va sur le Dark Web, c'est $10 par image ou $500 par minute de vidéo. Donc on a même d'autres personnes qui savent prompter, demander comme il faut, qui mettent cette compétence-là à notre service. Et on parlait du danger pour les données personnelles. On voit se développer le doxing, qui est la capacité à faire regurgiter à ces modèles des données personnelles sur lesquelles elles ont pu être entraînées, qui traînaient. Donc réussir à s'équiper pour le phishing et pour le social engineering. Et aussi, par exemple, prendre des documents ou des choses que nous avons publiées de manière anonyme un peu, les fournir à ces LLM pour essayer de reconnaître les patterns-là, c'est quelqu'un qui a été à telle université, à tel moment ou autre, etc. Par rapport à tel truc. C'est des choses que nous, on ne sait pas faire, mais ces petites traces, ces petites patterns, ces machines sauront le faire et nous le mettrons à disposition. Alors, William Ricci, vous mettez aussi en garde, on a parlé donc du profil de l'attaquant qui a changé, le nombre d'attaques aussi. Vous mettez en garde contre peut-être quelque chose qu'on a sous-estimé, c'est-à-dire la longévité des attaques. Expliquez-nous. Oui, en fait, pour l'instant, nous, on utilise tous les LLM en one-shot. C'est-à-dire, on lui pose une question et il a le droit à une réponse. Et il doit l'avoir du premier coup. Mais il y a deux phénomènes qui sont en train d'émerger en ce moment, qui sont déjà l'augmentation de ce qu'on appelle les tokens. Donc, c'est la taille des textes et des corpus de texte qu'une IA peut gérer, et ingérer et puis après recracher. Ce qui fait qu'elle a une mémoire beaucoup plus longue dans le temps. Et il y a aussi l'émergence de méthodes qu'on dit chaîne de pensée. C'est-à-dire qu'on dit une IA, d'abord tu vas décomposer une approche logique pour faire quelque chose, et puis étape par étape, tu vas la suivre. Et la concordance de ça, de l'augmentation des chaînes de caractères qu'elle peut ingérer et de cette manière de penser en chaîne, fait qu'une IA peut commencer à avoir des objectifs long terme. Pas dire comment est-ce qu'on scanne un réseau, comment est-ce qu'on peut mettre en place un commande et contrôle. Donc des méthodes d'attaque spécifiques. On peut lui dire, je veux attaquer cette entreprise, ça c'est ton objectif long terme, fais tout ce qu'il faut pour le faire. Puis elle va faire un plan, et puis après, essayer toutes les méthodologies possibles. Et une IA peut avoir le souvenir de ce qu'elle a fait, ce qu'elle a tenté le mois dernier, il y a quelques semaines, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Toutes les erreurs qu'elle arrive, qui vont ressortir, elle va les ingérer et dire, ça, cette approche-là, elle n'a pas marché. Et en fait, dans un panel récemment sur le phishing, quelqu'un a dit, justement à propos de cette attaque, oui, mais il suffit de confirmer par téléphone. Voilà. Mais s'il y a comme objectif de vous tromper et que vous lui dites, il faut que vous puissiez tromper cette personne et qu'elle n'appelle pas son chef. Elle va chercher toutes les méthodes cognitives, tous les biais psychologiques, tout ce qu'elle connaît sur cette personne pour pas qu'elle appelle son chef. Donc c'est sous-estimer la capacité à contourner même la cognition humaine, c'est une erreur. Je pense qu'à terme, avec une augmentation de leur mémoire, elles vont pouvoir faire des objectifs à très long terme, de manière très sophistiquée. Alors on voit bien que toutes ces menaces, elles évoluent quand même très rapidement. Comment vous faites, peut-être c'est une question que certaines personnes dans la salle se posent, comment vous faites pour suivre l'état de la menace, pour essayer de cartographier. Tout à l'heure, on l'a un petit peu entendu de votre part, peut-être même auditer ce que vous avez dans l'entreprise. Comment vous restez informé? Est-ce que ça passe par de la veille, par les universités, par la recherche, par le NIST, l'ANSSI? Voilà, vers quoi vous vous dirigez pour suivre l'état de la menace? Alors nous, en interne, donc on collabore très étroitement avec le CNRS, l'INRIA. On a des jeunes étudiants, des étudiants en thèse en permanence, parce que moi, je ne peux pas suivre. C'est impossible. J'ai tous mes Twitter, j'ai tous mes Reddit, et je ne peux pas suivre l'état d'avancement. Alors nous, c'est surtout l'IA, l'état d'avancement des LLM et des IA. Donc c'est des collaborations avec l'académique. C'est comme ça qu'on fait. Général. Alors, c'est vrai que c'est un enjeu fondamental et effectivement, on ne peut pas suivre tout seul tout ce qui se passe parce que ça évolue extrêmement vite. Au sein du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace, on a une équipe dédiée à l'évaluation de la menace pour essayer effectivement d'être très prospectif sur ces enjeux-là. Alors, on a aussi des liens avec le monde académique et c'est essentiel parce qu'effectivement, alors,
ce que je vais dire est aujourd'hui faux. Je vais vous expliquer pourquoi, mais un temps, la recherche avait peut-être 10 ans d'avance sur l'industrie, ce qui était plutôt intéressant, parce que du coup, on voyait en temps d'avance, et sur la délinquance aussi. Aujourd'hui, on voit avec les big tech, en fait, bien souvent, le papier de recherche, il sort, et l'application, elle sort une semaine après. Parce qu'en fait, ils gardent jusqu'au moment où ils mettent en place. Donc ça, c'est un peu moins vrai. Pour autant, les liens avec le monde académique sont essentiels. Les liens d'une institution comme la Gendarmerie nationale, comme le ministère de l'Intérieur, avec le monde de l'entreprise est essentiel. Cette coproduction de sécurité et travailler ensemble sur ces sujets-là est essentiel. Et il y a un autre volet qui, pour nous, est extrêmement important, c'est tout ce qui est coopération internationale. On travaille beaucoup avec Europol, on travaille beaucoup avec un certain nombre de nations, parce que le champ de la cyber n'est pas un champ national. C'est évident de le dire, mais il n'y a pas de frontières. Le délinquant ne s'occupe pas de ces frontières-là. Donc, il y a vraiment... On a ce devoir de se tenir au courant de toutes ces méthodes-là, et j'ai beaucoup aimé l'intervention sur la mémorisation. Ça va être redoutable. Redoutable. Quand vous voyez... l'IA ne souffrira pas d'Alzheimer. L'humain, à un moment, ça nous guette. Et quand vous voyez la masse de données qu'elle est capable d'absorber, vous rajoutez de ça une capacité de mémorisation, mais c'est extraordinaire. Je sais que Meta travaille dessus, enfin un certain nombre de big tech travaillent dessus. Donc tout ça, effectivement, la gendarmerie, le ministère de l'Intérieur n'est pas fait pour faire de la recherche fondamentale. Nous, on est sur de la recherche appliquée. Mais il faut qu'on ait ces liens, effectivement, qui soient construits avec le monde académique, avec le monde de l'industrie, avec la coopération internationale. Vivien Murat et ensuite Pascal Gomez. Un peu dans le même ordre d'idée, effectivement, il y a probablement 3 axes de suivi. Il y a la partie académique et scientifique, où effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent d'abord en laboratoire avant d'être vues dans la vraie vie. Donc là, il y a un travail de suivi d'état de l'art et de ce qui se passe, de ce qui se pratique dans le monde de la recherche. Il y a un axe de suivi de ce qui se passe aussi dans le domaine économique, donc l'évolution des entreprises qui produisent des modèles d'IA, qui produisent aussi tout un tas d'usages de nouvelles solutions autour de ça. Typiquement, pour donner un exemple, des IA qui sont capables d'avoir une action concrète dans le champ numérique parce que connectés à Internet ou parce que capables de déclencher des actions d'automatisme, ça comporte un risque supplémentaire. Donc il faut qu'on l'intègre nous-mêmes dans notre analyse de risque. Et puis il y a la partie très dite de CTI, donc de Cyber Threat Intelligence, où on va, et c'est ce qu'on fait notamment chez Orange Cyberdéfense, suivre les modes opératoires des attaquants, avec tout un tas de données très différentes, de différentes natures et de différentes sources, et de pouvoir réagir très vite, puisqu'effectivement, et en plus avec cette capacité d'automatisation, les attaquants peuvent avoir une réactivité accrue dans le développement de nouveaux codes, dans le développement de capacités de scan. Et donc, il faut être capable très vite de réagir si on voit qu'effectivement, il y a des nouveaux modes opératoires qui apparaissent. Donc il y a aussi ce domaine à la fois très classique de la Cyber Threat Intelligence, où on se doit d'avoir une réactivité et d'être câblé à la fois avec tous les mécanismes de détection, les mécanismes très opérationnels de réponse à incidents, et puis le suivi de modes opératoires par de l'OSINT, par de l'échange avec des partenaires. Pascal Gomez. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. En fait, si je me mets dans la tête d'un industriel ou d'une PME, etc., je vais d'abord essayer d'avoir on le dit, recourir à des experts et à des partenaires cyber, des entreprises de services qui peuvent les aider. Deuxième niveau, ça va être suivre les recommandations des agences cyber qui nous guident, cyber ou autres, en France, l'ANSSI, la CNIL, au niveau européen, l'ENISA. Et après, pour un autre niveau, mais qui n'est peut-être pas facile pour tout le monde, c'est suivre la recherche, suivre les papiers de recherche. C'est peut-être là que les agences cyber nous le facilitent, et les partenaires nous le facilitent. Et les papiers de recherche, je suis d'accord, sur le domaine, on le voit maintenant, précédemment venaient beaucoup des académiques, et maintenant viennent des académiques et d'industriels. On voit Anthropic ou OpenAI ou Google, ça fait un moment aussi déjà, publier, alors conjointement avec Oxford, avec l'ETH Zurich, avec d'autres. Voilà. Donc suivre tout cela, je pense que c'est pas possible pour tout le monde. On l'a dit, Mais avec cette chaîne, on a une chaîne d'aide à disposition. Et nous, ce qu'on a fait aussi pour nous-mêmes, c'est de s'aider de l'IA pour suivre cela. Donc d'avoir des grappes de connaissances sur l'état de l'art. Donc on utilise l'IA pour suivre l'évolution de l'IA. Alors pour nous faciliter
l'ingurgitation de toutes ces informations qui viennent de partout. Donc on a nos graphes de connaissances qui sont sur l'état de l'art de l'attaque cyber, les menaces et les risques. Et on surveille les nouvelles documentations. Et en fait, on a l'IA qui nous permet de savoir assez vite s'il y a quelque chose de nouveau ou pas. Et évidemment, il y a quelques erreurs, mais ça nous permet déjà de trier et de se concentrer et d'alimenter ce graphe et de suivre. Donc, c'est pas encore parfait, c'est loin d'être parfait, mais on s'oriente vers comment on arrive à utiliser aussi pragmatiquement, pas trop, mais pragmatiquement l'IA pour nous aider. Et ça rejoint un peu ce que vous avez dit. Il y a, même s'il n'y a pas une nouvelle méthode qui émerge, quelque chose qui vraiment fracture le monde de l'attaque, il y a quand même une augmentation du nombre d'attaques de base. Et ça c'est pas à prendre à la légère, parce que nous, ce qu'on voit en interne, c'est que les entreprises vont en avoir marre de voir des alertes sur telle machine, on whitelist la machine, on whitelist l'IP, on va whitelister ce comportement. Et à force de whitelister tellement d'assets dans votre entreprise, au bout d'un moment, des vraies attaques peuvent passer. Donc en fait, être submergé par des attaques dites simples, c'est pas anodin. C'est pas parce qu'il n'y a pas une fracture dans une nouvelle type d'attaque que c'est pas dangereux, cette augmentation d'attaque. Alors, c'est pas anodin, mais en même temps, à force de vous entendre, on a l'impression qu'on ne peut pas forcément suivre tout à fait l'évolution de la menace. Est-ce qu'il ne faut pas se dire, bon, je ne pourrai pas arrêter l'attaque, elle arrivera, et peut-être que mon but, c'est finalement, le plus important, c'est d'essayer de mitiger les dégâts, au lieu d'essayer de garder l'avantage dans une guerre qui, clairement, est un peu asymétrique quand même. Oui, nous, c'est le rôle de ce qu'on fait. Donc, nous, on cherche des anomalies dans les réseaux. Donc, la personne a déjà pénétré l'entreprise, est déjà rentrée par un biais, par une personne, une clé USB. Et nous, ce qu'on va chercher, c'est des comportements anormaux. Nous, on se dit, on ne va pas pouvoir prédire une attaque spécifique, classifier une attaque spécifique. Cherchons quelque chose, un utilisateur qui n'utilise pas son compte de manière normale, une IP qui n'utilise pas le réseau de manière normale. Mais ça implique que la personne est déjà rentrée. Donc là, l'objectif, c'est de mitiguer, de dire, OK, avant qu'il y ait une exfiltration de données ou qu'il lock tout, il faut qu'on arrive à alerter le SOC pour qu'il ferme. Oui. Moi, ne pas être trop pessimiste sur le constat que la bataille est perdue d'avance, j'y crois pas. Sinon, j'arrêterai mon métier. Je pense qu'on peut anticiper aussi. On peut anticiper certaines choses parce que les attaquants sont créatifs. Les gendarmes sont créatifs aussi et les entreprises sont créatives. Donc elles peuvent aussi avoir des idées. Nous, on joue beaucoup de scénarios d'attaque. On a beaucoup d'exercices pour essayer de simuler des choses. On essaye d'être disruptif aussi. Et je crois qu'il faut effectivement travailler sur l'anticipation. Et quand on parle d'anticipation, on peut parler IA. L'IA a cette formidable capacité d'anticiper un certain nombre de choses, de prédire un certain nombre de choses. Ce n'est pas parce que c'est prédit que c'est la vérité. Mais en tout cas, ça nous permet de nous préparer. On travaille aussi sur tout ce qui est détection d'anomalies, notamment liées au contexte. On travaille sur les détections de vulnérabilité de nos systèmes d'information. Et tout ça, c'est essentiel. Quand on a travaillé, nous, sur les deepfakes, c'était en 2020, ça n'avait pas explosé comme ça a explosé après, mais on s'est préparé à... Et je crois que c'est le rôle des institutions, et ça va être peut-être plus compliqué pour les petites entreprises. Mais les grandes entreprises ont ce devoir-là aussi de travailler sur cette anticipation, et les petites entreprises, à nous de les aider aussi sur cette capacité d'anticipation. Avec cette idée, et je rejoins ce qui a été dit aussi tout à l'heure, c'est que il y a des attaques très sophistiquées, et puis il y a les attaques basiques qui marchent encore. Et des attaques basiques de masse, effectivement, on peut très vite être submergé. Donc il faut vraiment, c'est un grand écart qu'on doit faire en matière de protection cyber, en gardant cette capacité de résilience qui est aussi importante. Donc là, on est en train de commencer à évoquer justement comment l'IA est en train d'aider les entreprises. C'est le but de cette table ronde, comment l'IA aide les entreprises à se sécuriser. On en a parlé au niveau de la détection. Comment vous voyez les choses ? On est en train de regarder l'autre côté de cet outil technologique qui est vraiment un avantage. Comment l'IA aide les entreprises aujourd'hui à se sécuriser ? Alors, il y a beaucoup de choses à inventer encore. Il y a aussi beaucoup de choses qui existent. Alors, il y a des choses qui existent depuis très longtemps, mais qui, encore une fois, étaient un domaine d'ingénieur. Donc, ça passe un peu sous le radar, mais on est capable de faire de la corrélation, du machine learning, de la classification. Enfin, il y a tout un tas de choses qui existent déjà depuis longtemps en matière de détection. Ce que l'IA générative apporte de nouveau, d'intéressant, c'est qu'on va peut-être pouvoir optimiser et donc soulager certains métiers en optimisant certaines pratiques. Par exemple, en générant de manière automatique des
des playbooks pour faciliter le travail d'analyste et de réponse. Automatiser aussi du scoring d'attaque, automatiser de la qualification d'alerte dans les SOC, pour là aussi préfiltrer, réduire un petit peu le travail de l'analyste et du coup avoir du temps d'analyse beaucoup plus focalisé sur des choses qui vont être peut-être un petit peu plus pointues et qui vont demander une expertise humaine particulière. Donc il y a déjà des choses comme ça qui existent. Il y a tout un tas de choses aussi à inventer dans le domaine de la remédiation automatique, même s'il y a déjà certaines automatisations qui existent. Ne pas non plus mettre de côté tout ce qui est lié à l'orchestration et à l'automatisme, qui n'est pas forcément directement lié à l'IA, mais il y a encore des progrès à faire dans ce domaine-là, dans les SOC et dans les CERT. Mais effectivement, il y a aussi un axe très intéressant apporté par ces nouveaux modèles pour, là aussi, être beaucoup plus réactif et gagner du temps humain qui va être consacré à d'autres choses. Pascal Gomez. Oui, il ne faut pas oublier que c'est un outil qui peut nous aider sur pas mal d'aspects. Donc, il ne faut pas penser juste... Alors, les éditeurs de solutions cyber vont s'équiper, vont réfléchir au sujet et augmentent leur truc. Mais pour une entreprise, déjà, même en interne, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut utiliser l'IA à son service. Moi, j'ai 4 ou 5 règles où on regarde ce qu'on peut faire. C'est là où on manque de ressources, évidemment, où on a besoin de déléguer des activités à faible valeur ajoutée. Donc, comment on peut faire, comment ça peut nous aider. Synthétisation de volumes de données importantes ou de documents. La recherche ou la classification, alors on le sait pour une attaque, mais pour tout autre aspect, l'automatisation et l'orchestration. Par exemple, comme je le disais, suivre l'évolution de la menace, mais pour une entreprise ou un compliance manager, enfin un gestionnaire de conformité, c'est suivre l'évolution de la réglementation et des standards, etc. L'aider à avoir un suivi sur ces aspects-là. Et on a parlé de détection et des outils de détection et de réponse, comment ça aide à la détection et à la réponse et à la remédiation. Mais il y a aussi comment ça peut nous aider à identifier et connaître notre système d'information. On a commencé à avoir des cas d'usage avec des clients sur l'automatisation de la documentation des diagrammes d'entreprise et du diagramme du système d'information. La reconnaissance, par exemple, des écarts de configuration d'IAM ou d'autres aspects. Donc il y a tellement, plus l'entreprise est grande, les configurations commencent à être compliquées à maîtriser. Donc, comment l'outil peut nous aider à non seulement récupérer, puisqu'il sait émettre des commandes, on a à faire des appels vers les autres systèmes, les applications, le système central, le directory d'entreprise centrale, et en faire une compilation et regarder où est-ce qu'il y a des écarts et des choses qui ne vont pas. Ou aider nos équipes, par exemple, toujours pour rester dans l'IM, qui est un domaine qu'on connaît, dire j'ai un nouvel arrivant où j'ai une espèce de problématique sur les accès, demander vite fait à cette IA quel est l'écart entre Vasco Gomez et telle personne, qu'est-ce qui explique que le comportement est fort. Et ça, c'est des investigations qui peuvent prendre longtemps pour une équipe, et là on peut avoir une piste. Alors, on n'a pas toujours la vérité vraie du premier coup, mais on a une piste d'investigation qui est très intéressante. D'ailleurs, dans ce que j'ai dit, souvent je le dis, et on parle du buzzword human in the loop. En fait, il y a le besoin de comprendre que parfois encore, et pendant, je sais, là, je suis moins expert que messieurs, se méfier des réponses, avoir ce regard critique. Ouais. Et oui, voilà. Donc, c'est pas que de la détection et de la réponse, c'est aussi de l'identification. Enfin, on reprend le framework, le CSF framework du NIST, govern. Ça nous aide à manager et à gouverner. Identify, protect, et puis après detect, respond et recover. Alors justement, comment vous voulez réagir, Général ? Oui, peut-être parce que je pense que il y a une chose, quand on est dans des entreprises de la tech, il n'y a pas trop de difficultés, on sait à peu près de quoi on parle. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de sécuriser leur SI, mais qui ne sont pas forcément dans la tech. Et là, je crois qu'il faut casser un peu cette image d'épouvantail de l'intelligence artificielle. On est quand même très spécialiste pour dire que l'intelligence artificielle, ça va être extrêmement intrusif, ça va espionner, ça va remplacer les métiers. Enfin, on aime se faire peur avec l'intelligence artificielle. Je crois qu'il faut un moment se poser la question. Oui, il y a une face obscure, mais
dans l'entreprise, ça peut être extrêmement, extrêmement positif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une notion d'acceptabilité du corps social, une notion d'acculturation, une action de formation qu'il faut avoir envers ses salariés. Après, il faut se dire que ça coûte, et c'est le problème de tout ce qui est sécurité, c'est que ça ne rapporte pas forcément de façon comme ça immédiate, ça coûte. Donc c'est un élément de coût, mais qu'il faut prendre en compte, parce que si on ne le prend pas en compte, effectivement, on peut avoir de très mauvaises surprises. Le côté « ça n'arrive qu'aux autres » est de moins en moins vrai, en fait. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est extrêmement une victime potentielle. Et quelque chose sur lequel je voudrais insister, alors, je n'ai rien contre les big tech, parce qu'elles font leur métier, mais on ne peut pas non plus toujours confier la sécurité de son entreprise à une big tech. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a presque un monopole, quoi. C'est-à-dire qu'ils offrent des outils de développement, ils offrent des capacités de calcul, ils offrent des capacités de stockage par le cloud. On se dit, mais si on ne va pas chez eux, on va où ? Et en fait, je crois qu'il faut se poser la question aussi. En interne, on a des sociétés, on a des petites, des grandes sociétés qui peuvent là aussi aider les autres sociétés sur cette protection. Et je crois que c'est essentiel aussi de se poser ces questions de façon assez globale. Donc intégrer par exemple des startups sur des solutions très particulières, des choses comme ça. Exactement. Et puis, ça pose des questions de souveraineté aussi, on l'évoquera tout à l'heure. Voilà, derrière la question sous-jacente, c'est l'enjeu de la souveraineté. Et puis il y a autre chose aussi, c'est qu'en mettant en place des systèmes d'IA, la notion d'autonomie, c'est une notion extrêmement sensible en matière d'intelligence artificielle. On ne veut pas des intelligences artificielles autonomes. Je pense que dans le champ cyber, on n'aura pas le choix. Parce que pour faire face à la multiplicité des attaques, à la diversité des attaques, à la célérité des attaques, il faut qu'on ait des IA défensives autonomes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'IA offensive soit autonome. C'est-à-dire qu'on pourrait se tromper de cible et riposter sur la mauvaise cible. Mais en tout cas, pour la protection des systèmes d'information, l'IA peut avoir une capacité d'autonomie. Et ça, c'est aussi une fois qu'elle est en place. Après, il y a un suivi à faire parce que ça évolue tellement vite, mais c'est à mettre en place. Alors, je voudrais juste rebondir, c'est peut-être naïf de ma part, mais c'est vrai qu'en tout cas, le public en général, on a l'impression qu'il n'y a pas d'offensif, que ce soit de la part des États, en tout cas de la France par exemple, ou des entreprises. On a l'impression qu'on est toujours défensif. Là, vous dites qu'il y a des actions offensives de la part des entreprises notamment ou des États ? Non, je dis pas. L'IA offensive est plutôt du domaine étatique. Oui, et étatique, et pas tout le monde. C'est-à-dire que la gendarmerie ne fait pas d'IA offensive. Oui. On ne va pas aller même envers le délinquant. Hein. Aujourd'hui, les enquêteurs sous pseudonyme n'ont pas le droit de tenter un délinquant sur une affaire de pédopornographie ou des choses comme ça. Donc on n'est pas offensif sur ce volet-là. Par contre, c'est possible de le faire. Donc si on est malveillant ou si on est des services particuliers, on peut le faire. Mais on a des attaques offensives aussi envers la France. Hein. Nos adversaires sont offensifs envers nous. Oui. Donc c'est un enjeu. Alors je voudrais juste revenir sur cette idée de où est-ce qu'on met de l'IA dans une entreprise, où est-ce qu'on décide de mettre de l'automatisation, où est-ce qu'on va mettre du machine learning. Et est-ce qu'il ne faut pas faire attention de ne pas tomber dans ce piège de vouloir mettre de l'IA partout ? Ça fait aussi exploser les coûts. Donc comment est-ce qu'on fait, je ne sais pas, c'est quoi, une audit de l'entreprise, comment on fait ce choix et est-ce qu'il existe, par exemple, j'imagine qu'il n'existe pas un manuel à suivre. Comment on procède méthodologiquement à ce niveau-là ? Vaste question. Alors, c'est une question qui existe depuis longtemps, mais qui a explosé avec l'IA générative. Alors, je vais me focaliser sur l'IA générative, mais elle était valable avant aussi. C'est que on a vu, nous ce qu'on a vu, c'est les dirigeants se tourner vers leurs entités métiers et leur dire on ne peut pas rater ce virage. Dites-nous comment vous pouvez améliorer vos processus. Et donc, ce qui s'est passé dans beaucoup d'entreprises, c'est des cas d'usage. Alors, tout le monde a été très inventif et a trouvé plein de choses. Tout est remonté. Et avec les ressources humaines qui disent alors on a trouvé 20 ou 30 manières, on a 20-30 cas d'usage, et ces 5-là sont hyper indispensables. Sans ça, on est mort. Enfin, on est out of the game, on sera trop... et chaque entité est venue comme ça. Et donc la direction s'est retrouvée avec 5 priorités fois 10, et sans la capacité d'implémenter tout cela. Donc en fait, on a vite commencé à avoir ces questions de comment je priorise, je gouverne
un peu ces cas d'usage, comment je dis ça c'est indispensable, ça ne l'est pas, ça c'est un bon cas. Donc c'est un peu ce qu'on voit nous avec nos clients, c'est la capacité à structurer. Alors je crois qu'on en est à 850 cas d'usage. On a une quarantaine de solutions qui couvrent ces cas d'usage de manière différente. Et on les aide aussi, eux, à justement réfléchir où est-ce que c'est une bonne idée, où est-ce que ça ne l'est pas, où est-ce que tel cas d'usage semble une bonne idée, mais ça va vous coûter plus que vous économisez ou que vous accélérez. Notamment certaines fausses solutions où on utilisait des prompts pour contrôler d'autres prompts. Et en fait, pour améliorer le processus métier, on se retrouvait avec un truc qui générait 5 fois plus de tokens que nécessaire. Et on sait que le prix est au token. Et donc, en fait, ça tuait juste le cas d'usage. Donc, c'est vrai, il y a ce danger de dire, se précipiter à certains endroits et faire, avec bonne intention, finalement, tuer le cas d'usage par le coût ou par l'impossibilité. Donc, c'est là où l'expérience de vraiment avoir un contrôle sur les priorisations et sur ce qu'on fait est important. Juste un mot pour compléter. Effectivement, nos clients nous demandent... ce qu'on voit dans les besoins de nos clients, c'est qu'il y a des choix délibérés d'augmenter la productivité, donc en ayant recours à des outils nouveaux pour traduire, pour synthétiser, et donc gagner en efficacité interne. Et puis il y a des choses on constate qu'il y a eu aussi une évolution un peu forcée, c'est-à-dire que les nouveaux usages nous sont aussi imposés par le fait que ces modèles d'IA maintenant s'imprègnent de plus en plus dans le monde du numérique. Donc il n'y a pas qu'une question de choix derrière, en fait. De toute façon, il faut accompagner le mouvement. Donc nous, le pli qu'on prend, c'est justement d'arriver à accompagner nos clients sur les aspects de sécurité le plus tôt possible, sur la partie analyse de risque, sur les bonnes recommandations qu'on s'adresse à un développeur, un intégrateur, un hébergeur ou un utilisateur de ces modèles d'IA. Et d'être sûr du coup qu'on réduit le plus possible les risques cyber par un accompagnement au plus tôt. Mais voilà, mais en tout cas, tout ça pour dire que de toute façon, on n'a pas le choix. La priorité, elle est là. Avant de se poser la question de savoir si on va avoir des modèles de menaces différents dans le futur, même s'il faut se poser la question, c'est déjà là tout de suite être en capacité d'accompagner l'écosystème, parce que il y a effectivement, comme on a eu avec la mouvance vers le cloud, comme on a eu avec d'autres intégrations d'usage dans notre quotidien, il y a des aspects de sécurité qui sont embarqués dans ces nouvelles tendances. Nous, on est parti du principe explicabilité et transparence. Donc, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à créer une IA qui arrive à expliquer sa réponse et à montrer la valeur ajoutée pour un certain outil ou pour un client, alors ne faites pas de l'IA, ne la faites pas. Et donc, quand on part de ce constat et qu'on se dit, il faut que l'IA puisse montrer sa valeur au client et il faut que l'IA puisse être compréhensible par le client, là, il y a beaucoup de choses qu'on élimine directement, en fait. Et étant des vieux de la vieille, nous, on a tendance à partir de méthodes statistiques simples avant de tenter l'IA. Et en fait, ce passage-là nous oblige à éliminer tout ce qui est un peu superflu. Utilisation des LLM dans tous les sens, ça, on ne fait pas. Donc ça, c'est pour ce qui est du produit. Pour ce qui est l'utilisation des LLM en interne, nous, on a une start-up, on a énormément de chance. Donc du coup, un dev chez nous peut produire 3-4 fois plus de code que ce qu'il pouvait faire il y a 2-3 ans. Donc là, c'est assez organique, c'est-à-dire c'est plutôt les devs qui vont chercher des solutions. Et puis après, nous, derrière, on va dire, comment on réglemente ça, comment on fait en sorte que ce ne soit pas dangereux et comment on fait en sorte qu'on ne puisse pas attaquer notre code, le code créé par l'entreprise. Mais en général, on part du principe, il faut que l'IA puisse expliquer pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Alors, si je peux rajouter, moi, je pense que l'IA, on peut en mettre partout. Dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine du soutien logistique, dans le domaine opérationnel. Si on peut en mettre partout, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place une instance de gouvernance. Il faut prioriser les projets. Cette instance de gouvernance, elle doit être aussi tenue par des gens qui savent ce qu'est l'IA. On ne met pas à la tête d'une gouvernance en IA des gens qui ne savent pas ce qu'est l'IA parce qu'on ne saura pas ce qu'on peut en attendre, on ne saura pas les limites, les opportunités de l'IA. Et il faut bien entendu associer le métier, sans omettre tout ce qui est analyse de risque, cadre juridique. Nous, on a 2 axes sur lesquels on se projette, c'est la lutte contre la criminalité, l'assistance aux gendarmes. C'est 2 axes différents.
Parce que le gendarme, on va l'assister dans des tâches pour simplifier ses process, mais on a aussi tout ce qui est lutte contre la criminalité. Après, pour mettre en place de l'IA, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, on en parle beaucoup, vous allez dans une entreprise, vous demandez où est votre IA, il n'y en a pas souvent. Vous la déployez où? Elle n'est pas déployée. Et donc on est sur des cas d'usage assez ponctuels, en fait, qui sont souvent de l'ordre du prototype. Et donc la gouvernance ne doit pas brider non plus. Parce qu'à un moment, à force de dire on peut en mettre partout, on va prioriser, ça n'avance pas. Et je crois qu'aujourd'hui, moi j'étais vraiment dans une perspective il y a quelques temps où il faut aller de l'avant parce qu'on prend du retard, notamment par rapport à certains grands groupes. Aujourd'hui, je dis très sincèrement, je crois qu'il faut aller doucement pour avancer. Si on se précipite, les LLM, c'est un exemple caricatural. Tout le monde veut son LLM aujourd'hui. On ne se pose même pas la question de la robustesse des LLM. On a parlé du jailbreaking. Enfin, c'est extrêmement peu robuste. Là, on fait un hackathon le week-end prochain sur le sujet, mais il faut quand même se poser la question de quelles données on va faire ingurgiter à ces LLM. Nous, dans le domaine judiciaire, est-ce qu'on a intérêt à utiliser ces outils-là et où est-ce qu'on va mettre notre donnée judiciaire? Comment elle sera sécurisée pour utiliser ces larges modèles de langage? Donc, ne partons pas à tout va, partons de façon raisonnée, avec une gouvernance responsable. Pensons à tout ce qui est explicabilité. Alors, transparence, la transparence, moi j'ai toujours du mal avec ce mot parce que ce n'est pas la transparence à tout va. S'il faut expliquer la transparence des finalités. Mais nous, typiquement, si on lutte contre les deepfakes, on ne va pas expliquer comment on le fait parce que ça sera très utile aux criminels. Donc, on a ces volets-là. Mais donc, je pense qu'effectivement, l'IA dans l'entreprise, il faut vraiment y aller. Ne pas y aller, c'est une erreur. Mais allons-y de façon responsable et le plus équilibrée et le plus progressivement possible, en associant le métier. Vivien ? Non, mais je pense que tout a été dit là sur ce sujet. Je pense qu'il y a aussi une histoire de responsabilité des développeurs de solutions. Où là, on manque encore un petit peu aussi de normes. Enfin, il y a des choses qu'on connaît depuis déjà très longtemps. Hein. La security by design, ce sont des choses qui se pratiquent depuis longtemps, enfin, qui devraient se pratiquer et qui ne se pratiquent pas toujours partout. Mais dans le domaine de l'IA, même combat. Donc, il y a probablement un travail vis-à-vis des développeurs qui ne sont pas forcément des spécialistes de la sécurité, de les former et de les inciter à produire des solutions qui respectent tout un tas de bonnes pratiques de développement sécurisé. Donc il y a aussi cette responsabilité des gens qui apportent des solutions. Il y a une responsabilité de toute la chaîne de valeur qui est derrière. C'est-à-dire que là j'ai parlé des développeurs, mais il y a aussi des gens qui par-dessus vont être capables d'apporter de l'hébergement. On a des solutions qui se situent souvent en SaaS. Donc d'être capable là aussi d'apporter suffisamment de sécurité sur ce type de solution. Donc voilà, il y a la responsabilité de l'organisation, de l'organisme utilisateur, et puis néanmoins il y a aussi celle de la chaîne de fournisseurs pour s'assurer qu'effectivement de bout en bout on maîtrise un minimum ce qui se passe, quoi. Et peut-être un tout petit ajout, parce qu'on a beaucoup parlé là des comment, où on la met pas et de manière contrôlée. Et en fait c'est un constat que tout le monde a dû faire. Hein. On ne nous a pas attendu. Dans l'entreprise, les employés l'ont amené. Hein. Bring your own AI. Dans les discussions avec la RSSI, ce que j'entends souvent, et ça fait sens, c'est je ne mets pas à jour ma politique de sécurité à chaque fois qu'il y a une nouvelle techno. Mais là, c'est tellement transformateur qu'il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je mette à jour une annexe ou une tablette ou un point dédié. Et il va falloir que je monte le niveau de compétence des équipes, donc formation. Donc il y a aussi dans le contrôle, il y a comment on organise les cas d'usage et comment certains cas se font d'eux-mêmes. Donc les employés qui ramènent leur IA, ou des IA à l'externe qui ramènent leur IA, et même ça peut même être utiliser une interface externe et pour des questions métiers, pour les questions professionnelles. Donc il y a sans comprendre, il y a les employés amènent l'IA dans l'entreprise sans comprendre ce que c'est et ce qu'ils font parfois. Pas tout le monde, je vise personne, mais globalement, il y a ça qui se passe. Donc, on accompagne les entreprises sur comment on met à jour leurs compétences, les rôles et organisations, la gouvernance. C'est des choses qu'on connaît, qu'on sait faire au niveau cyber et qu'il faut absolument faire ici, qui ne sont pas optionnelles.
Alors là, on est en train de toucher le sujet d'un autre buzzword, l'IA de confiance. Comment est-ce qu'on crée une IA de confiance? Déjà, c'est quoi une IA de confiance? On a commencé à parler de la transparence, de l'éthique. Il y a aussi la robustesse. Et pardonnez-moi cette question qui est peut-être un peu dure, mais il y a ce constat finalement que, étrangement, le monde de la cyber a pris du temps à réaliser que l'IA en tant que telle pouvait être attaquée. En tout cas, c'est des choses qu'on a partagées avec moi, des gens de la cybersécurité. Comment est-ce que cette IA peut être attaquée et comment est-ce qu'on peut justement vérifier la robustesse de nos modèles? Donc ça, c'est deux questions. Donc il y a deux questions. La robustesse des modèles, ça c'est une chose. Donc on parle récemment de tout ce qui est explicabilité, donc explicabilité et transparence. Et donc l'explicabilité, en gros, il y a deux pans à ça. Il faut que l'utilisateur puisse comprendre comment l'IA a pris sa décision, mais nous, en interne, on doit pouvoir comprendre comment l'IA est en train d'évoluer. Est-ce qu'elle est en train de commencer à avoir des biais vers certains types d'attaques? Est-ce qu'elle est en train d'être biaisée vers certains comportements? Et donc ça, c'est pour nous en interne. Donc il faut de l'explicabilité pour le end-user et de l'explicabilité en interne pour les ingénieurs. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas des nouveaux termes. C'est des choses qu'on maîtrise en data science depuis plus de 10 ans. Et des très bonnes équipes de data science vont savoir mettre ça en place. Donc, et je rejoins ce que vous avez dit. Vous l'avez dit rapidement, mais mettre à la tête de gouvernance des gens qui savent ce que c'est que les IA, c'est extrêmement important. Parce que nous, quand on a vu arriver les LLM, on a dit... c'est un truc qui prend des séquences et qui recrache des séquences. Et on a su le mettre dans un bloc et on n'a pas cherché à le mettre partout, quitte à introduire des nouveaux risques. Donc il faut une équipe de data science chez vous. Donc pour pouvoir suivre... Parce que ce n'est pas la norme aujourd'hui de non, mettre à la tête. Pas du tout, pas du tout. Et moi, le nombre de fois où je me retrouve dans des comités et il y a des directeurs qui sont là pour évaluer les IA, il n'y en a aucun qui a fait de la data science. Et c'est très commun. Donc ça, avoir des notions d'explicabilité des modèles pour l'externe et pour l'interne, c'est extrêmement important pour pouvoir les suivre au cours du temps. Et puis après, pour la protection des modèles, donc en général, ce qu'on va chercher, une des plus grosses attaques qu'on peut avoir, j'ai un petit jingle là, une des plus grosses attaques qu'on peut avoir, c'est de l'empoisonnement. Donc, par exemple, c'est quelqu'un qui fait exprès d'empoisonner votre modèle et qui fait exprès de le détourner de son utilisation première. Empoisonner des données, donc mettre des fausses données, labelliser des fausses données et dire ça, c'est une attaque, alors que c'est pas du tout une attaque, ou le contraire, et faire que le modèle, en fait, il dérive. Et au bout d'un moment, il n'arrive plus à détecter des menaces de ce qui n'est pas une menace. Donc ça, c'est encore une fois, c'est de la data science, c'est suivre un modèle au cours du temps et voir s'il drift, voir si les paramètres driftent. Et puis après, il y a un cloisonnement des modèles. S'assurer que votre modèle est correctement cloisonné, soit physiquement, soit chez un hébergeur, et que la seule personne qui puisse affecter les poids du modèle, c'est vous. Sur cette... Allez-y, je vous en prie. En termes d'attaque, effectivement, l'empoisonnement des données, c'est un vrai sujet. Il y a tout ce qui relève aussi de ce que j'appelle l'évasion de modèles, ou essayer de comprendre comment fonctionnent les modèles, soit en boîte blanche, soit en boîte noire. C'est-à-dire en boîte blanche, on connaît le modèle, donc on va essayer de le faire réagir comme on souhaite. En boîte noire, on ne connaît pas le modèle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter beaucoup de requêtes, et en analysant les sorties, on va essayer de comprendre le fonctionnement du modèle pour essayer, là aussi, de le prendre à sa main et de le détourner. On a aussi tout ce qui relève des attaques adverses. Les attaques adverses, c'est un vrai sujet. Et là, on parlait d'évaluation de la menace. C'est un vrai sujet un peu d'aujourd'hui, mais aussi pour demain. Moi, je pense beaucoup au territoire connecté qu'on va avoir dans quelques temps. L'attaque adverse, c'est on optimise un bruit imperceptible pour l'humain, qui va fausser la réponse. C'est-à-dire que, l'exemple caricatural, si vous avez un panneau stop, vous injectez un bruit, vous voyez un panneau à 110 km/h. Et vous pouvez influer le résultat de l'IA. C'est-à-dire que vous mettez le panneau à 110 km/h. Et vous êtes un criminel, vous passez à l'aéroport sur la borne automatique avec votre passeport, vous ne serez pas reconnu comme criminel. Si le policier regarde votre visage et qu'il connaît le criminel, il verra le criminel. Mais le système automatique ne le verra pas. Donc ça, c'est des failles qu'ont les systèmes automatiques. Donc comment se prémunir de ces failles? Typiquement, sur les attaques adverses, on tente de rajouter un peu plus d'aléatoire dans l'apprentissage pour être plus robuste au bruit. Donc ça marche plus ou moins bien, mais il y a des solutions comme ça. Et d'où l'intérêt d'être connecté aussi avec ce monde académique et ce monde de la recherche. Donc on a vraiment, les IA, mais comme dans le champ cyber,
dès lors qu'on est sur un système d'information, il n'y a rien qui est jamais totalement sécurisé. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Et derrière, ce que ça veut dire, et on vient sur cette notion de gouvernance, avec l'idée de savoir ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'un système d'IA est mis en place, il faut le suivre. C'est pas je mets en place et puis il vit sa vie. Non, il faut le suivre parce qu'effectivement, il peut dériver. Effectivement, ces niveaux de performance peuvent décroître. Et ça, c'est vraiment où les attaques peuvent diversifier, donc notre système sera inefficace. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place. Et l'explicabilité, parce que c'est aussi un sujet qui m'importe, et je rejoins tout à fait ce que vous dites sur un champ un peu différent, c'est-à-dire que nous, l'explicabilité pour la représentation parlementaire, qu'elle soit européenne ou nationale, pour le juriste, pour le chercheur scientifique ou pour le citoyen, c'est pas le même niveau. Aller commencer à parler de fonctions d'activation sur des réseaux de neurones à un juriste, il va vous dire non, c'est pas ça que je veux. Oui, mais qu'est-ce qu'on veut comprendre? Jusqu'où va l'explicabilité? Donc il faut vraiment qu'on ait chez nous des gens qui ont un doctorat et plus, pas pour faire de la recherche, mais pour comprendre effectivement scientifiquement comment ça fonctionne. Ça ne doit pas être tous les gendarmes, bien entendu, mais il faut aussi en termes d'explicabilité, qu'on soit capable de vulgariser et d'expliquer aux citoyens les finalités, où est-ce que ça dérive. On a des modèles qui permettent de voir sous forme de carte de chaleur pourquoi un réseau de neurones a reconnu sur cette image une arme à feu et pas autre chose. Donc on a développé ce genre d'outils. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Et l'évaluation de la robustesse, et je libère le micro, oui. Ça, c'est des exercices qu'il faut faire régulièrement. C'est-à-dire que régulièrement, il faut remettre l'ouvrage et puis tester ces modèles, tester la robustesse. Et n'oublions pas tester la réaction des humains. Parce qu'il n'y a pas que la robustesse des systèmes d'information. Ouais. Il y a aussi l'humain derrière. L'humain a un rôle essentiel. Moi, je me rappelle d'un sous-traitant où il y avait eu une attaque cyber sur un hôpital. Et la première réaction, c'est de dire c'est une panne informatique. Enfin, ils ont mis un temps assez infini à se dire non, c'est une attaque. Et donc ça, c'est aussi un apprentissage de l'humain pour être plus réactif. Vivien ? Oui, pour ajouter des choses très terre à terre, sur l'IA de confiance, il y a déjà deux termes à définir. Il y a l'IA, de quel périmètre on parle, et confiance, est-ce qu'on fait référence qu'à la partie sécuritaire, cybersécurité, on met de côté la partie éthique, la partie environnementale, et on se focalise là-dessus. Et sur la partie périmètre, effectivement, il y a l'histoire des données, il y a l'histoire des modèles, il y a l'histoire des systèmes, et dans les systèmes, il y a les systèmes qui produisent, les systèmes qui déploient, les systèmes qui utilisent. Donc voilà, déjà une histoire de périmètre avant de s'attaquer à ce sujet-là. Ensuite, alors pour l'instant, dans le paysage, il n'y a pas beaucoup de normes et standards qui existent. Il y a encore pas mal de recherches sur ces sujets-là pour être effectivement capable d'évaluer le niveau de confiance ou de robustesse si justement on y associe la même définition. Donc il y a des histoires d'explicabilité, d'auditabilité. Est-ce qu'on peut faire de la détection, par exemple, sur des modèles d'IA ? Il y a des choses très terre à terre de security by design dont on a parlé. Il y a des questions est-ce que le modèle est jailbreakable ou pas? Peut-être que ça fait Rapprochez partie. un peu votre micro. Ça peut faire partie de ces critères. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit avant. Et puis voilà, il y a derrière effectivement, encore une fois, en fonction du périmètre, des niveaux. Est-ce que l'IA de confiance, est-ce qu'on va même jusqu'au niveau hardware et des semi-conducteurs et des risques d'attaque par canaux auxiliaires. Enfin voilà, il faudrait définir un peu le périmètre et ensuite appliquer des critères d'évaluation pour être capable effectivement d'avoir quelque chose qui soit présentable dans un process d'évaluation. Et je voulais juste rajouter un petit mot aussi pour rassurer, pour dire qu'on a des choses sans avoir à attendre l'outil parfait qui va permettre de réduire à zéro, ce qui n'arrivera jamais, le risque d'attaque adversariale, etc. Il faut regarder, dans une entreprise, il faut regarder chez soi où est-ce qu'on utilise l'IA, est-ce qu'elle ingurgite. On ne sera pas dans le cas d'un panneau stop, on ne sera pas tout le temps dans le cas d'un panneau stop ou d'une reconnaissance de passeport où là ça va être très compliqué d'être parfait. Mais dans une entreprise, en interne, lorsque c'est des documents et que le document peut avoir été manipulé, j'ai vu des experts IA qui disaient mais on ne va jamais réussir, les attaques adversariales, il n'y a rien. Et puis il y a des équipes cyber qui ont dit mais l'intégrité des documents, ça fait des années qu'on fait ça. On sait te dire, si tu contrôles l'input et que tu sais qui a mis le document, tu sais le signer et vérifier la signature avant de l'ingurgiter. On sait faire ça depuis des années. Et en fait, on dit, mais alors, ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça peut déjà réduire le risque. D'où l'importance, on le disait au début, de suivre l'évolution des menaces, de comprendre quels sont les risques et donc de faire cette analyse de risque
en interne, de faire évoluer son framework d'analyse de risque et de faire cette analyse de risque sur le cas d'usage où on va l'implémenter, comment ces risques-là se matérialisent et comment je peux déjà, moi, sans attendre... Alors, si j'ai un outil magique et un partenaire qui me fait quelque chose, parfait. Mais en attendant, en termes... quel contrôle organisationnel, quel contrôle procéduraux, quel contrôle technique que j'ai déjà, je peux implémenter pour réduire ces risques. Donc il y a une vraie question de gouvernance aussi. Et juste sur l'IA de confiance, je ne me permettrai pas de donner une définition de ça, mais par contre, il y a au moins, mais je connais au moins 2 activités en France qui sont assez intéressantes à suivre. C'est Confiance.ai, qui est un groupement d'industriels qui travaille sur la partie technique, à fournir des solutions, des outils, des guides techniques précis pour améliorer les aspects qu'on a mentionnés de l'IA de confiance. Hein. Et qui fait partie du programme France 2030. C'est ça. C'est ça. Et après, un milieu plus politique, organisationnel et standard, un groupe de travail de l'Alliance de la confiance numérique qui travaille sur l'IA de confiance aussi et qui vient de sortir une mise à jour de son livre blanc de l'IA de confiance qui est sorti en mars 2024, donc il y a quelques semaines. Alors, on ne peut pas parler d'une IA de confiance sans parler de souveraineté, on l'a évoqué tout à l'heure, parce que quand on parle d'IA, on parle évidemment du cloud. D'ailleurs, on y dédie une table ronde tout à l'heure, en fin d'après-midi, sur ce sujet-là du cloud et de la souveraineté numérique. On ne parle plus trop maintenant de souveraineté, on parle d'autonomie, il y a plein de nouveaux termes qui ont intégré le jargon. Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, Général. Est-ce que ça fait aussi partie de l'équation de réfléchir justement à où on met de l'IA, qu'est-ce qu'on met dans le cloud justement par rapport à ces questions de souveraineté ? Alors évidemment le ministère y réfléchit, la direction du numérique du ministère qui y réfléchit. C'est un enjeu essentiel, l'enjeu de la souveraineté. Je pense que la première chose sur laquelle il faut réfléchir, c'est quel est le sanctuaire de nos activités régaliennes. Qu'est-ce qu'on ne veut pas faire sortir de l'État, entre guillemets. Et ça, c'est un constat qu'il faut faire assez vite à la vitesse où tout cela va. Hein. On a vu, on se posait la question au moment de mettre des données de santé chez Microsoft. Enfin, ça a fait le buzz. Donc, on a des solutions. Il faut vraiment faire un état des lieux des solutions européennes, des solutions françaises qu'on a. C'est pas forcément utile d'aller chercher outre-Atlantique des solutions alors qu'on en a en France. Le ministère travaille sur des solutions cloud aussi. Mais c'est un vaste sujet parce qu'effectivement, il y a toujours cette notion de robustesse du cloud. Après, la souveraineté n'est pas que dans le stockage des données. La souveraineté, c'est aussi les machines de calcul. On voit très bien aujourd'hui, pour les larges modèles de langage, on parle des fameuses machines de calcul de type H100, qui sont des GPU, des cartes graphiques extrêmement puissantes. En fait, il y a un fournisseur, ça commence à augmenter, mais c'est NVIDIA. Donc c'est un sujet. Le sujet de demain, ça va être des puces. Le hardware prend une dimension aussi extrêmement importante en matière de souveraineté. Et après, il y a la capacité qu'on a à développer nos propres systèmes, la capacité d'avoir des entreprises, des champions français. Le président insiste sur ce volet-là. Mais ces champions français, est-ce qu'on peut les garder ? Donc il faut aussi leur donner cet espace pour rester effectivement dans le giron français ou européen. Moi, typiquement, très bien que Mistral soit parti chez Bing, parce qu'au moins, on n'a pas que des LLM américains qui sont diffusés dans le monde entier. On a aussi un peu de sources françaises, mais c'est dommage qu'on ne l'ait pas mis sur Quant, qui était aussi un moteur de recherche qui ne fonctionne pas très bien, et Bing ne fonctionnait pas très bien non plus avant. Donc on aurait peut-être pu un moment relancer Quant. Mais bon, je ne sais pas comment sont faites les discussions, mais c'est ça la souveraineté en fait. C'est dans le champ économique, c'est comment on aide aussi nos champions à pouvoir s'étendre au niveau européen et français. Donc, il y a aussi une question d'espionnage. Il y a aussi une question d'espionnage, évidemment. Et là, on a perdu toute naïveté là-dessus. On est d'accord. Nous, actuellement, on a des événements en Nouvelle-Calédonie. On sait très bien qu'il y a énormément de désinformations qui se font là-dessus. Il y a la manipulation de l'information de masse. Donc tout ça, ce sont des enjeux essentiels. Et j'ai insisté sur l'aspect économique, mais vraiment sur les services étatiques. Il faut que ces services étatiques aussi aient leur capacité à développer en autonomie leur système. Ça ne veut pas dire ne pas aller vers l'industriel.
mais qu'on ait aussi cette capacité et qu'on puisse challenger l'industriel. Les armées ont créé l'AMIAD, qui se met en place, l'agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense. Je crois que ça va dans la bonne direction, c'est-à-dire qu'il faut être capable à un moment de centraliser la ressource et d'avoir la capacité à développer ses propres systèmes avec ses propres capacités de calcul et de stockage. Alors oui, le problème c'est que nous, quand vous êtes une start-up, vous avez des problèmes, vous êtes très pragmatique. Et vous devez commencer à réfléchir au coût final pour votre client. Et c'est vrai qu'il y a des solutions françaises de cloud, souvent. Dans l'accompagnement qu'on a eu avec l'ANSSI, on a trouvé ça très bien, très pragmatique. Ce qu'ils nous ont dit, en gros, c'est ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir une empreinte, d'être pieds et poings liés à une solution cloud. Donc, par exemple, Amazon, Google, il faut que votre solution, elle ne soit pas complètement dépendante de eux. Donc, hybride alors. Donc, il faut que vous puissiez être hybride, il faudrait que vous puissiez vous mettre sur un autre cloud si le besoin se fait ressentir. Et ça, nous, on a trouvé ça que c'était une très bonne approche. Et la raison pour laquelle nous, on n'est pas partis sur un cloud souverain, c'est que quand on a comparé au niveau de l'inférence, donc quand on fait l'IA et qu'elle doit dire si oui ou non c'est une menace, sur du cloud français, par exemple, on nous disait c'est 0,03 centimes par flux réseau, et chez un autre, c'était 0,01. Au final, ça se traduit par environ 100 000 euros par jour de différence au niveau prix. C'est gigantesque, mais c'est énorme, c'est juste pas faisable pour nous. Donc en gros, pour les startups, moi j'ai trouvé ça vraiment chouette, l'approche que l'ANSSI a eue de dire vous pouvez faire certifier votre produit, même si vous avez une partie sur un cloud qui n'est pas français, mais accrochez-vous à l'idée qu'un jour il faudra que vous alliez ailleurs sur un autre cloud. Donc on a trouvé ça bien. Si vous voulez réagir. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter, juste pour compléter ce que disait le général sur la partie effectivement investissement. Il y a une vraie question cruciale pour maîtriser cette souveraineté, alors encore faut-il définir le terme, mais bon, souveraineté on se comprend. technologique. C'est effectivement d'être en capacité d'investir au bon moment. C'est-à-dire que quand je dis au bon moment, on est sur des sujets où tout va très très vite. Et là où on est en perte de vitesse, c'est cette capacité à effectivement investir très rapidement dans des entreprises qui ont un fort potentiel et d'être capable du coup d'avoir aussi une forme de maîtrise dans ce qui est développé sur le territoire européen. Parce que finalement la souveraineté se gagne aussi justement en capitalisant très tôt sur des compétences, sur des développements, et voilà, plutôt que des fois un petit peu à regarder la chose, avoir des grands programmes d'investissement qui prennent des années, c'est probablement aussi d'avoir un changement de mindset et d'être beaucoup plus réactif sur ces sujets-là. Donc voilà, pour compléter aussi ce qui a été dit, je pense qu'il y a ce sujet de réactivité dans cette capacité à travailler très tôt avec des startups, avec l'innovation, pour être capable justement d'éviter que demain on s'aperçoit finalement que ce sont encore pas nous qui apportons la technologie. Voilà. Sur les bonnes nouvelles, il faut saluer aussi l'initiative du gouvernement avec le supercalculateur Jean Zay qui a été acquis pour le développement d'IA souveraine qui sera mis à disposition. Enfin, c'est le CNRS pour le mise à disposition aussi de startups pour entraîner leur modèle. Donc, au moins, et puis là, ce sont des supercalculateurs français d'ailleurs, donc très bien. Bon, les GPU restent NVIDIA, donc on a cette faille, mais on commence à avoir cette conscientisation, on voit cette évolution. Je ne suis pas sûr qu'il y a 10 ans, on aurait vu ça. Bon, après, je vais peut-être... Ne me répétez pas, mais voilà, en tout cas, moi je pense que ça évolue. C'est vrai que ça évolue. Là, c'est vrai que c'est bien pour entraîner les modèles, c'est vraiment génial. Mais pour le déploiement des modèles, là, les services des gros, il y a une grosse différence encore. Ouais. On ne peut pas ne pas évoquer l'IA Act et la réglementation qui a été adoptée, donc avec des règles contraignantes par l'Union européenne. Et je pense que tout le monde est assez d'accord sur le fait que c'était nécessaire, mais la question, c'est cette fameuse question qui revient régulièrement. Est-ce que cette régulation, elle défavorise les entreprises européennes par rapport à des big tech américaines? Est-ce que ça entrave l'innovation? Comment vous voyez cette IA Act? Comment vous l'accueillez? Alors, sur cette question, on va voir, on verra. Mais mon opinion, c'est que le marché européen est important. Et en fait, ça s'applique au marché européen. Je vois mal les sociétés américaines avoir des versions bridées en Europe. Je pense qu'ils vont s'aligner.
Et d'ailleurs, ils ont un problème. Ce que j'entends souvent, c'est qu'ils ont un problème, c'est qu'ils ont des bills, des lois locales aux États qui se multiplient sans cohérence, et ils regardent beaucoup l'AI Act comme quelque chose de complet et d'intéressant pour avoir quelque chose qui s'aligne et pas avoir à avoir 40 modèles, enfin, en tout cas pour l'instant 15 modèles, puisqu'ils ont 15 petites réglementations différentes. Donc on verra, c'est un pari, ça se trouve, ce sera différent, mais j'ai l'impression que voilà, l'AI Act a des aspects positifs et négatifs, hein, mais pourrait se transformer comme une espèce de RGPD qui va être un guide de comment faire que les autres pourront aussi exploiter. Et la réglementation, est-ce qu'on en a besoin? Sur ces sujets-là, on en a besoin. Est-ce que l'AI Act va encore assez loin ou met le curseur comme il faut? Ça, c'est une question. Les opinions divergent. C'est une question qu'on peut débattre. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais qu'on peut débattre longtemps. Mais en tout cas, on a besoin de réglementation là-dessus pour. C'est un bon premier pas, peut-être. William ? Il y a beaucoup de choses qui paraissent être du bon sens, c'est vrai. Donc, essayer de prédire les biais qu'on peut introduire dans les modèles, où est-ce qu'on a sourcé nos données, est-ce qu'on les a sourcées de manière légale. Là où il y a le flou, je trouve, c'est sur les LLM, et j'ai l'impression qu'ils ont rajouté ça au dernier moment, et ils ont dit, en gros, il y a des niveaux de dangerosité, et ils ont dit, comment on détermine le niveau de dangerosité d'un LLM? C'est en termes de taille. Donc les teraflops, le nombre d'unités de calcul qu'il faut pour exécuter un LLM, et tu dis, attendez, vous dites que plus c'est gros en fait, plus c'est dangereux, mais il y a des petits modèles spécifiques, bien entraînés, qui peuvent faire bien des dégâts, et eux, ils vont être soumis à une réglementation moindre. Donc clairement, ils n'ont pas fini sur les LLM encore, et je pense qu'au niveau de dangerosité la plus élevée, qui donne pour juste des gros modèles, des modèles généralistes, leur niveau d'exigence est tel qu'on doit montrer exactement nos sources de données, quelles sont nos données, et je ne suis pas sûr que beaucoup de grands groupes acceptent de le montrer et de le partager, ça. Général. Oui, alors on a beaucoup travaillé sur l'AI Act. La version initiale et la version d'aujourd'hui est quand même bien différente. Je crois qu'il faut saluer le travail qui a été fait quand même sur cette réglementation. Je rejoins cette idée que aujourd'hui, c'est regardé outre-Atlantique, ce qu'a fait l'AI Act. Après, moi, je ne voudrais pas que l'AI Act soit un nouvel RGPD. L'IA, ce n'est pas de la donnée. La donnée, elle est statique. L'IA est extrêmement évolutive. Comment a été construit l'AI Act? C'est des cas d'usage, et en fonction des cas d'usage, on associe un niveau de risque. Et en fait, dès lors qu'on est sur les cas d'usage actuels, ça veut dire qu'on pose une réglementation qui va nécessairement évoluer. L'exemple des LLM est caractéristique, c'est-à-dire que l'IA va tellement évoluer que les LLM n'ont pas été complètement pris en compte effectivement par l'AI Act, et il y a d'autres applications qui vont arriver où il faudra effectivement cette évolution. Ce qui va être essentiel dans les 1 an et demi à venir, c'est la déclinaison par pays sur effectivement cette AI Act, et surtout la pédagogie qu'on va y mettre. C'est-à-dire comment on va expliquer aux entreprises ce qu'est l'AI Act. Est-ce qu'il faut créer un nouveau Chief AI Officer ou un nouveau DPO appliqué à l'IA? Enfin, il faut que ça aille plus loin, quoi. Encore une fois, l'IA, c'est pas de la donnée. Faut pas confondre les domaines, parce qu'effectivement, on va créer des emplois de nouveaux DPO dédiés à l'IA, mais ne bridons pas effectivement tous ces développements. Et l'AI Act, ce qui a été recherché dans ce règlement, c'est un point d'équilibre. Et le point d'équilibre qu'on a évoqué dans le domaine de la sécurité intérieure, c'est justement qu'il n'y ait pas cette asymétrie, comme je l'évoquais tout à l'heure, entre les possibilités sans limite des criminels et que les forces de sécurité intérieure auraient pu être bridées pour lutter contre cette criminalité par des contraintes trop fortes, parce qu'au début, quasiment toutes nos applications étaient classées à haut risque, et donc avec des contraintes qui, à un moment, on peut se dire pourquoi utiliser l'IA. Mais dans ce cas-là, et pour revenir à la notion de transparence, il faut aussi expliquer aux citoyens, sur ce champ-là, on ne vous protégera pas parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, heureusement, aujourd'hui, on est arrivé à un point d'équilibre intéressant avec un certain nombre de discussions. Donc, soulignons le travail qui a été fait par l'Union européenne sur l'AI Act. Je crois que c'est vraiment un bel édifice, c'est une belle première pierre.
Travaillons à ce que effectivement la déclinaison nationale soit à la hauteur de ce que peuvent attendre les entreprises. Associons les entreprises à ce travail de déclinaison. Aujourd'hui, on parle de bac à sable, vous savez, c'est sas d'expérimentation. On en a besoin, mais il faut que ce soit le plus agile possible pour être capable de faire des systèmes pertinents, robustes et les pousser à leurs limites. C'est-à-dire qu'on parle des biais, mais à un moment, si on veut savoir si un système a des biais, et j'insiste, discriminatoire. Tout système aura des biais. L'IA, c'est un équilibre entre les biais et la variance. Donc il y aura toujours des biais dans les systèmes d'IA. Mais par contre, les biais à caractère discriminatoire, il faut les évaluer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille au-delà de ce que la loi autorise pour voir la limite. Et ça se passera dans les bacs à sable réglementaires. Et c'est important que ce soit le plus agile possible. Donc pour résumer, un texte qui est ce qui est aujourd'hui, qui devra évoluer au fur et à mesure des usages de l'IA forcément. Cette recherche de point d'équilibre, beaucoup de pédagogie à faire au niveau des entreprises et associer le plus possible les entreprises dans la déclinaison nationale de ce qui va être fait. Alors, je voudrais revenir aussi sur la question des compétences, parce que tout à l'heure, vous l'évoquiez aussi. Comment est-ce que... Quels sont les profils qu'on va rechercher demain? Est-ce que ce sont des profils hybrides qui comprennent autant l'IA que la cyber? Est-ce que les deux mondes se sont vraiment rapprochés? Est-ce qu'ils arrivent à communiquer? Et qui doit tendre vers qui? Enfin, comment vous voyez les choses à ce niveau-là? Je pense qu'il ne faut pas brider. Il faut pas quoi? Il ne faut pas brider. Je pense que les deux doivent tendre. En fait, il y a... Mais est-ce que c'est la même culture? Non. On va avoir besoin de formation. D'un côté, de former les équipes cyber à l'IA. Enfin, ça a commencé, mais il va falloir continuer. De l'autre côté, former les équipes IA à la cyber, mais aussi les sensibiliser. Nous, ce qu'on constate, j'espère avoir tort et avoir vu le mauvais côté. Mais pour moi, ce que je vois, c'est que les data scientists, les équipes IA, en termes de comportement et d'hygiène dans l'IT, on prend 10 ans de retard par rapport à tout ce qu'on a fait avec les équipes d'administrateurs système et réseaux et développeurs logiciels sur d'autres activités. Alors, j'espère sincèrement me tromper. Je suis sûr que c'est pas tout le monde. Et je vous regarde, j'attends la contradiction. J'attends, mais avec plaisir. Mais j'ai l'impression, le fait de récupérer le dernier modèle en ligne sans avoir regardé ce que c'est. Ah, ouais, je récupère le dernier Llama 3. C'est bizarre, il y a un 4 à la place du A. Ouais, c'est pas grave. Ça, je l'ai vu et c'est dangereux. Et ça revient sur les questions d'attaque par supply chain, les modèles qui ont été réentraînés, qui ont été modifiés, qui sont mis à disposition, qu'on récupère sur Hugging Face à la vite fait ou sur TensorFlow. Sur lesquels il va falloir mettre des contrôles, etc. Donc oui, il va falloir éduquer tout ce beau monde et aussi que les équipes cyber comprennent l'IA, donc il va y avoir des formations. Et ça peut être aussi de nouveaux arrivants, de nouvelles formations en école. Alors d'ailleurs, un des autres aspects négatifs de l'IA, qui est pas le premier qui nous vient à l'idée, c'est qu'on avait un gros problème de ressources humaines dans la cyber. On manque d'équipes cyber et on voyait les formations monter, etc. Donc la demande augmentait plus que les nouveaux arrivants, mais et là je vois les nouveaux. Donc l'attrait de l'IA attirer ces nouveaux talents que j'aurais bien aimé voir dans la cyber. Donc j'espère que les deux vont garder leur aspect sexy et attirer les nouveaux talents dedans. Mais là je vois un petit mouvement où on venait vers à l'EPITA ou ailleurs. Enfin, il y a beaucoup de très belles formations en France, mais pour faire de l'aspect cyber. Et là, dans l'informatique SPIA, je crois qu'il y a eu un effet de balancier. Ouais. Alors, c'est deux profils différents. C'est vraiment deux profils différents, absolument. Et par exemple, si vous regardez, donc nous, c'est dans le domaine du réseau. Les gens qui se sont penchés dessus, ils avaient un profil très cyber et ils disaient les techniques d'IA supervisées ne marchent pas. Donc supervisé, c'est quand vous entraînez et vous connaissez déjà la réponse et vous dites ça c'est une attaque, ça c'est pas une attaque. Les IA supervisées ne marchent pas parce qu'elles ne détectent pas les nouvelles attaques. Et les IA qui se basent sur de l'anomalie, donc qui peuvent voir qui se basent pas sur une classification pré-entraînée, ils génèrent trop de faux positifs et le domaine a stagné comme ça. Et puis, tu as les data scientists qui sont arrivés, qui ont dit non, en fait, vous pouvez combiner les deux, vous pouvez stacker les modèles, prendre le meilleur des deux, vous pouvez faire des choses un peu sioux et avoir des bons résultats. Et ça, c'est une approche que les gens de la cyber n'ont pas réfléchi.
Deuxièmement, les datasets d'entraînement en académique, c'est des datasets les plus pourris au monde. J'ai jamais vu un truc pareil. Et c'est les trucs sur lesquels on évalue tous les modèles de machine learning maintenant, aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'un data scientist n'aurait pas fait. Il serait penché sur des données de tests. Il aurait dit quels sont nos benchmarks, comment on peut correctement benchmarker de l'IA. Je prêche pas ma paroisse ici. Et donc, c'est des réflexes qui viennent purement du monde de la data science. Et après, évidemment, le problème, là où je n'encouragerais pas forcément mes filles à aller dans l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a beaucoup de connaissances que maintenant on peut avoir à travers ChatGPT. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre plus vite et où on a besoin de moins d'expérience. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de formation forcément ? Voilà, en fait, soit vous êtes expérimenté, vous avez vu beaucoup de choses un peu borderline, des cas borderline, et vous avez beaucoup d'expérience, auquel cas vous allez briller en data science. Soit si vous êtes juste quelqu'un qui utilise des modèles qui vous tirent de Hugging Face, vous ne servez pas à grand-chose. Et je préfère prendre quelqu'un qui a un profil cyber. Donc je pense qu'on va rester quand même avec des profils spécifiques data science, avoir beaucoup d'expérience sur les données un peu pourries, sur comment utiliser des modèles qui ne marchent pas à 100%. Et ça va être un monde dans lequel il faudra puiser. Et la cyber aussi, donc je ne sais pas, l'hybride, moi je ne cherche pas des profils hybrides pour l'instant. Personnellement, je cherche soit des gens experts spécialisés cyber, qui savent se parler. Alors. Exactement. Des gens spécialisés qui savent se parler. Voilà, c'est ça. Très bien. Vivien, sur cette question des compétences. Non, mais simplement pour illustrer, j'ai l'impression qu'on a quelque chose un peu similaire avec ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Je pense qu'on peut encore parler au présent. Entre le monde de l'automatisme et le monde de la sécurité, où on a effectivement des profils très différents. Et on s'aperçoit qu'on a des systèmes d'automates, des systèmes industriels qui ne sont pas du tout sécurisés. Et quand on s'adresse aux gens qui ont effectivement mis en place ces systèmes, c'est pas ils n'ont pas fait exprès finalement. C'est plus par méconnaissance des sujets. Donc il y a une histoire, oui, effectivement, de formation très probablement des gens qui produisent des systèmes d'information. Après, est-ce qu'effectivement, il faut avoir des modèles hybrides, enfin des profils hybrides ou plutôt des combinaisons de profils ? Au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà des cursus de formation, que ce soit dans la data science, que ce soit dans la cybersécurité, qui maintenant sont quand même plutôt matures, de ce que j'en sais. Donc voilà, on a les outils. Par contre, voilà, faut rendre ces métiers attractifs. Il y a des histoires de gouvernance. Enfin, tout ça, ça a été dit. J'y souscris complètement. Mais il faut aussi savoir les garder. Moi, j'ai des gens qui sortent d'écoles françaises et ils sont au top. Mais impossible de les garder. Et déjà, le CNRS va pas pouvoir les garder. L'INRIA, pour des raisons de salaire, mais pour des raisons de salaire et de conditions de travail. C'est juste pas aussi agréable que de travailler pour un GAFA, c'est tout. Alors, je voudrais rebondir là-dessus, c'est encore plus difficile pour nous. C'est la compétition. Mais on a quand même l'intérêt du métier qui fait qu'on en attire pas mal. Moi, j'aime beaucoup les profils hybrides pour des tâches généralistes. Pour des gens qui... On est sur de l'acculturation, on n'est pas forcément sur des gens qui sauront faire. Donc, je rejoins vraiment ce qui a été dit, c'est-à-dire que ne mettons pas dans des entités très spécifiques des gens en profil hybride. Moi, je préfère qu'on rassemble des compétences expertes, que ce soit dans le champ cyber, que ce soit dans le champ d'IA, que ce soit dans le champ juridique aussi, parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre. On a NIS 2 dans le champ cyber, on a l'AIAC dans le champ de l'intelligence artificielle. Le commandement du ministère de l'Intérieur a fait le choix. Moi, je travaille avec Éric Fraissinet, qui est un de nos grands spécialistes en cyber. Moi, je suis plus spécialisé en IA, et on travaille ensemble. On n'a pas un profil hybride l'un et l'autre, on est plutôt très spécialisé. Et je crois que c'est vraiment intéressant, parce que le cyber et l'IA est plutôt une communauté ouverte. Le cyber, c'est plutôt une communauté fermée. Et c'est deux mondes qui sont vraiment très différents. Et ça a été souligné. Mais je crois que... Par contre, il faut vraiment travailler ensemble. Moi, j'ai été mis en poste au commandement du ministère de l'Intérieur au mois d'août dernier, parce qu'il y a eu cette volonté de se dire, oui, l'IA dans le champ cyber, il y a un vrai enjeu. Et il faut vraiment... L'IA, si vous voulez, c'est l'outil, le cyber, c'est l'espace. Il faut vraiment que les deux travaillent ensemble, c'est-à-dire que l'outil s'adapte à l'espace et que l'espace sache utiliser l'outil à bon escient. Donc il y a vraiment un enjeu de compétences expertales, et cette compétence expertale ne doit pas non plus être complètement limitée à son champ. On parlait tout à l'heure de gouvernance. Il faut aussi utiliser ces gens-là pour la gouvernance, parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît essentiel.
Et puis un mot quand même sur effectivement l'attractivité. Je crois que nous, on forme des enquêteurs aux nouvelles technologies qui ont un vrai niveau dans le champ cyber. On va leur rajouter une couche intelligence artificielle, mais comment on va les garder, quoi. Et ça va être un enjeu essentiel. Avec, en plus, aujourd'hui, certains veulent... Alors, il y avait le Larzac dans les années 70, mais maintenant, ils veulent... télétravailler. Épanouissement personnel, Voilà. et puis c'est des vrais experts, et puis ils partent s'épanouir pendant quelques années ailleurs. Après, l'attractivité des GAFAM, effectivement, mais on voit qu'ils y reviennent après. On a un certain nombre d'exemples de grands experts. Enfin, là encore, Bertrand de Rondepierre, qui était chez Google, qui vient travailler pour le ministère des Armées. On a Antoine Borde, qui était chez Meta, qui est maintenant chez Helsing. Enfin, on a quand même des gens très experts qui reviennent aussi, peut-être Pour trouver donner du plus sens de aussi. sens ou Ouais. retrouver quelque chose. Mais n'hésitez pas à venir au sein de la gendarmerie nationale, du ministère de l'Intérieur. On a beaucoup de sens. Moins d'argent, mais on a beaucoup de sens. Est-ce que Gomez, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose? Je suis d'accord, oui. Là, en fait, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Les équipes travaillent ensemble, experts cyber, IA. Ce que je disais en termes de formation, c'est vraiment rajouter une couche pour qu'ils se comprennent. Donc là, voilà, parce que si je l'ai vu, hein, voilà, que l'expert IA comprenne quel est le problème que la cyber a pour pouvoir apporter la bonne solution, et inversement, pour avoir une communication efficace quand on est ensemble. Voilà, nous arrivons à la fin de cette table ronde. Je voulais vous remercier tous d'avoir partagé votre expérience, de nous avoir éclairé sur comment vous voyez les choses pour le futur. Je pense qu'on peut les applaudir chaleureusement. Merci infiniment.